Bonsoir à tous. Cela fait un mois que la tension est à nouveau à son comble en Centrafrique, particulièrement à Bangui, la capitale. Malgré les appels au calme, certains créent une nouvelle crise sécuritaire dans le pays pour tenter de comprendre ce qui se passe en Centrafrique et la position du pouvoir dans cette nouvelle crise sécuritaire. Nous accueillons ce soir dans l'entretien du jour Roger Andialandi, coordonnateur général de la majorité présidentielle centrafricaine en Europe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec les derniers événements dans votre pays, on va finir par croire le président tchadien qui disait en 2012 que la Centrafrique est la plaie de l'Afrique centrale. Non, je ne crois pas, parce que c'est vrai, il y a eu ces derniers temps un événement, mais qui est parti finalement d'une opération donc de sécurisation, une opération d'ordre public, oui, qui a été donc déclenchée au niveau d'un quartier, le kilomètre 5, bien entendu. Le kilomètre 5, c'est un quartier donc musulman, se situe à 4 kilomètres à peu près des institutions de la République, et où à un moment donné, il y a eu une autodéfense qui s'est organisée, et qui s'est finalement, finalement, ça s'est transformé en une organisation criminelle. Donc, il n'était pas question pour l'État de continuer à laisser prospérer ce type d'activité à 4 km des institutions. Donc l'État a pris ses responsabilités, qui a été donc tenté donc de mettre fin à cette opération, qui naturellement au niveau opérationnel, qui n'a pas réussi, ça c'est évident parce qu'il était question d'attraper la tête de cette opération, de cette organisation criminelle, qui n'a pas réussi, mais il était question aussi, il n'y avait pas que ça comme objectif, c'était que l'État puisse revenir dans ce quartier. Il n'est pas question de laisser prospérer ces genres d'activités à quelques mètres des institutions. Donc, et du coup, l'État n'est pas revenu, l'opération a échoué. Ce que vous expliquez, et pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est que le kilomètre 5 est un quartier à majorité musulmane. Et il n'y a pas que des musulmans au kilomètre 5. C'est un quartier commerçant. Vous dites que géographiquement, ce n'est pas très loin des institutions de la République et que Néméry Mata, donc alias Force, qui dirige une milice à l'intérieur de ce kilomètre 5, dit que sa milice est une milice d'autodéfense contre les groupes qui attaquent et qui rançonnent les commerçants musulmans qui sont au kilomètre 5, mais il s'est fait que le gouvernement, avec l'aide de la MINUSCA, va tenter d'aller le déloger. C'est cela. Ça va entraîner des morts. C'est ça. Et finalement, l'opération est un chaos, puisque derrière ça, depuis un mois maintenant, depuis la nuit du 7 au 8 avril, il ne se passe pas un seul jour dans votre pays sans que l'on ne parle d'exactions, de tueries. La dernière fois, c'était l'église de Fatima qui a été attaquée avec un prêtre qui a été tué. C'est ça, justement. Oui, mais je veux dire que ce qui se passe, c'est que concrètement, le chef de l'État, d'ailleurs, à l'issue de cette opération du kilomètre 5, a dit clairement que l'opération va continuer. Il n'a jamais été question de reculer. Et donc, naturellement, ces groupes criminels ont pensé que la seule manière aujourd'hui pour eux de continuer à exister, c'est d'essayer d'attaquer, de continuer à créer l'amalgame, justement, pour essayer de faire un appel à ceux qui sont à l'intérieur du pays pour dire, attention, les musulmans sont attaqués, etc. C'est un faux problème. Donc, je crois que, et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, nous avons eu ce phénomène de Fatima où il y a eu un bilan lourd, justement. Donc, c'est pour dire que le quartier kilomètre 5 était, si c'est vrai, c'est un quartier majoritairement musulman, fait de musulmans, pardon, majoritairement musulmans, mais il se trouve que dans ce quartier-là, vous avez que majoritairement des Tchadiens, donc des gens que l'ancien président... Pourquoi vous dites Tchadiens? Ce sont des Centrafricains comme vous? Non, pas du tout. Dans ce quartier, il y a à la fois des musulmans tchadiens, vous avez des musulmans qui sont majoritaires, vous avez des musulmans qui sont des Soudanais, et vous avez aussi des musulmans qui sont des Centrafricains. Quand on dit Centrafricains, ce sont ceux qui prennent leur origine dans la sociologie centrafricaine. Parce qu'en Centrafrique, n'oubliez pas que les gens naissent dans des ethnies. Et si vous avez des gens qui ne sont pas de tradition centrafricaine, qui ne portent pas leur origine à partir des traditions centrafricaines, dont des ethnies centrafricaines, à partir de ce moment, il y a un certain nombre de problèmes. Et donc, justement, le kilomètre 5 est devenu un périmètre d'intérêt. Je veux dire, il y a plusieurs intérêts. Il y a l'intérêt des Italiens, qui sont des étrangers, qui ont été ramenés pour la plupart par l'ancien chef d'État Bozézé, qui, pour prendre le pouvoir en 2003, je crois, a amené ces gens-là. Et après, il les a laissés. Donc ces gens ont trouvé refuge dans ces quartiers-là, justement. Et nous constatons donc justement, à un moment donné où l'État a pensé que c'était utile de revenir, nous avons un rapprochement finalement au nom
sur un fondement complètement confessionnel entre ces étrangers et une partie de la population musulmane. C'est ce rapprochement-là qui explique qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il crée l'amalgame. Vous tentez de me convaincre que ce n'est pas une crise sécuritaire confessionnelle qui opposerait musulmans et catholiques. Non, pas du tout. Pourquoi s'en sont-ils pris alors à une église? C'est pas la première fois. Non, mais justement, c'est parce que à un moment donné, oui. Les autorités, une police, une opération d'ordre public intervient dans un quartier qui pourrait aller chercher des criminels, pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils sont criminels. Et à partir de ce moment-là, si vous avez des gens qui disent, oui, le criminel, finalement, on va le défendre parce qu'il est musulman. Là, vous créez une amalgame. Et là, du coup, il y a un rapprochement qui se fait, pas sur la base d'un des individus, mais sur la base, justement, d'une confession. Parce qu'au nom de quoi vous défendez un criminel? Parce que simplement, le criminel est musulman. Et donc, du coup, vous créez une espèce de... Vous créez une identité, finalement, une identité urbaine, qui consiste... Parce que c'est ça le problème. Quand on parle de musulman, on parle d'une identité urbaine. Et donc, du coup, finalement... Et ceux qui sont dans la même ville et qui constatent que justement il y a une identité urbaine qui est en train de se développer, qui tourne autour de la confession. Donc du coup les autres réagissent. C'est cela. Mais quand on parle de musulmans, on ne parle pas de musulmans parce que quelqu'un est musulman de confession, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu un rapprochement urbain pour défendre des criminels. Est-ce qu'il aurait fallu plutôt négocier au lieu de mener une opération incertaine? Non, vous savez, on est en train de négocier avec des groupes armés. Il y a 14 groupes armés sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on négocie, il y a un cadre. Donc l'ensemble des groupes qui participent à la négociation sont déjà connus, identifiés. Donc on ne peut pas encore laisser les gens développer une criminalité, ça n'a rien à voir. On ne peut pas négocier par rapport à des bandits. Mais pourquoi vous dites que c'est des criminels, en fait? Je ne comprends pas très bien. Parce qu'ils rançonnent des gens, ils rançonnent des commerçants, etc. Et ce sont les commerçants qui, à un moment donné, ont dit « Nous, on en a marre de ça ». On ne peut pas tolérer que chaque fois qu'on vient décharger des tonnes de maïs, on nous demande de payer. Chaque fois qu'on veut charger je sais pas moi, de l'arachide, on nous demande de payer, etc. Oui. Ce sont les musulmans, les commerçants, du moins, qui ont demandé à ce que l'État puisse intervenir, prendre sa responsabilité. C'est à ce titre-là, uniquement à ce titre-là, que l'État est intervenu. Ce n'est pas que l'État a manipulé deux ou trois personnes à l'intérieur du kilomètre 5 pour pouvoir régler le problème avec force. L'État a pris les précautions pour que ceux qui viennent de ce quartier-là, qui ont demandé à ce que l'État puisse intervenir, signent un document. Ils ont fait des pétitions, ils ont remis. Ces documents existent aujourd'hui. Donc l'État intervenu à la demande de ces commerçants. Et que je ne qualifie pas forcément de musulmans, mais ceux qui sont d'abord des commerçants. C'est d'abord des commerçants. À votre avis, pourquoi l'opération a échoué? Il me semble qu'il y a eu trop de communication avant l'opération. La MINUSCA a suffisamment communiqué là-dessus. Et il me semble-t-il, puisque je parle d'identité, donc il y a une connivence identitaire qui explique du moins pourquoi l'opération a échoué. Quand vous dites connivence identitaire, vous voulez dire que certaines personnes qui se sentaient beaucoup plus proches de M. Néméry sur une base confessionnelle ont dû faire barrage et empêcher qu'il soit arrêté. Ils se sentent proches, pas parce que Force est un criminel, mais ils se sentent proches parce que c'est un musulman. C'est ça le problème, en fait. Or la question n'est pas une question de musulmans. C'est ça le problème, finalement. Et donc, c'est plus complexe que ce que les gens racontent très rapidement. Vous avez vu les groupes armés qui sont dans le Nord? Oui, absolument. Oui. Vous les avez entendus? Oui. Vous savez, tout ça est un mythe aujourd'hui. Je crois que c'est un mythe, quand même. Il faut dire quand même très clairement qu'aujourd'hui, la Séléka qui est intervenue en 2013 n'a plus ce mouvement, n'a plus la même dynamique en 2013. Ça, c'est évident. Alors, naturellement, on peut rester au nord et dire qu'on va descendre sur Bangui, mais quand on n'a pas les moyens, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Qu'en savez-vous? Non, nous, on est très calme. Non, je vous dis que c'est très calme. Les autorités sont très calmes parce qu'ils savent très bien que cette dynamique est perdue. Ils ont perdu la dynamique et qu'ils ne peuvent plus intervenir sur Bangui. Ça, c'est évident. Cet échec au kilomètre 5, cette incapacité du gouvernement que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, cette majorité présidentielle, est-ce que vous êtes suffisamment lucide pour reconnaître que c'est quand même l'échec du président Touadéra? Non, justement. Pourquoi? Non, justement. Parce que comment on explique aujourd'hui l'échec de quelqu'un au bout de 2 ans qui arrive, qui trouve un État où certains attributs, des attributs de souveraineté n'existent pas. L'armée, en l'occurrence. Donc vous arrivez dans un État où il n'y a pas d'armée, il n'y a rien du tout. Vous pouvez pas... il savait que le pays n'avait pas une armée. Mais il savait, mais ça ne veut pas dire qu'il est arrivé un homme puissant pour résoudre la question.
Donc la question aujourd'hui qui consiste à dire que le président serait faible, etc., c'est parce que derrière, les gens pensent à un président qui serait tout puissant. Or, la question n'est pas là. La démarche du président Touadéra consiste simplement à s'appuyer sur l'autorité des institutions de l'État. Et dans le cas d'espèce, sur l'autorité de la défense et sécurité. C'est sur cette institution. Il se trouve que ces institutions-là, aujourd'hui, n'existent pas. Il va falloir faire un travail de récupération. D'abord, récupérer l'ensemble de ces institutions-là, les former et puis les relever, dans les équiper, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc on ne peut pas comme ça, en un an, si le chef d'État arrivait, Touadéra arrivait aux affaires, et qu'il y avait une armée, on aurait expliqué pourquoi, on aurait compris que finalement cette faiblesse, elle est congénitale, finalement. Oui. Pourquoi il ne réussit pas? Parce que c'est lui, en fait. Non. Il y a un État aujourd'hui qui n'existe pas. Il y a un État, en tout cas, du moins, l'État existe, mais il y a des attributs que l'État ne possède plus. Que l'État a pratiquement concédé, et justement, cette question-là, la question de sécurité et de défense, etc., a été concédée par la communauté internationale, c'est la MINUSCA, les bras armés. Donc, ce privilège-là qui a été concédé, aujourd'hui, nous sommes en train de tenter de récupérer, en mettant en place une armée, donc par la formation, etc. Voilà ce travail nous sommes dans une économie de récupération, nous sommes en train de récupérer nos attributs. Ce n'est pas parce que Touadéra, c'est juste le discours et sans la méthode. Non, c'est pas que juste le discours. La méthode consiste à dialoguer. C'est ça la méthode, finalement. La méthode, c'est pas de dire, voilà, moi, j'arrive. Enfin, j'allais dire que la méthode même des moyens, finalement. Parce que vous arrivez à la tête de l'État. Vous n'avez pas les moyens. Vous ne pouvez pas dire, moi, je vais vous faire la guerre. Vous dites, on va dialoguer. On va dialoguer. Parce que c'est comme ça. C'est le contexte du pays qui exige ça. Même le dialogue ne fonctionne pas, puisqu'on ne voit rien venir. Mais non, justement, le dialogue fonctionne. Aujourd'hui, le dialogue, l'Union africaine est en train de mener le dialogue. Oui. Mais la question criminelle n'a rien à voir. J'espère que quand vous dites que ça rien ne fonctionne, vous n'associez pas les groupes armés avec la criminalité dans le QM5, qui n'a rien à voir. Pourquoi on ne les associerait pas, puisque ce sont des groupes qui existent et qui sont dans votre pays et qui amènent votre pays dans l'actualité tous les jours? Non, justement, parce que simplement, je vous dis qu'on explique ça par deux phénomènes. Il y a deux éléments aujourd'hui qui expliquent le phénomène QM5. C'est un, parce que l'État, je viens de vous dire que l'État n'existe, enfin, l'État n'a pas les moyens d'intervenir. Oui. Donc il y a cette faiblesse-là qui fait que couplé au fait que vous avez donc un rapprochement entre des confessions, ces deux éléments expliquent le fait que vous avez le phénomène QM5 aujourd'hui. Si l'État avait les moyens, l'État serait intervenu clairement et puis mettre fin à ça, parce que c'est une opération d'ordre public qui allait se faire très rapidement. Donc voilà, deux éléments qui expliquent ce phénomène. Finalement, depuis mars 2016, quand il arrive au pouvoir à ce jour, finalement, vous me dites que Touadéra est l'homme de la situation. Absolument, absolument. Parce que si on prend, je veux dire que depuis en octobre 2017, là, le 27 octobre, l'ensemble donc de l'opposition, en tout cas ceux qui se racontent comme opposition, ont fait des propositions, mais qui finalement n'est qu'un aménagement de ce que Touadéra est en train de faire. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont pris la parole, au bout de 2 ans, y compris la diaspora, y compris la classe politique, etc., ont tous pris la parole à un moment donné ou à un autre pour dire voilà leur solution. Et ces solutions-là n'arrivent pas. On n'arrive pas avec ces solutions-là. Donc, soit ils font un réaménagement, ils demandent au chef d'État de faire un réaménagement de la solution qu'il est en train de proposer. C'est quoi la solution qu'il propose? C'est le dialogue en attendant, la formation de l'armée, permettre à l'État de se retrouver dans ces institutions. Donc il y a une formation en cours. Le pays est en train pratiquement un chantier de formation aujourd'hui, de nos forces aujourd'hui, un peu partout dans le monde, en Afrique, un peu partout. Aujourd'hui, sur le territoire national, il y a une formation, il y a 2 bataillons qui sont en cours. Nous sommes en train de négocier pour qu'on puisse accélérer donc la cadence de formation. Donc, grosso modo, dans très peu de temps, l'armée sera sur le point. Quand on aura 10 bataillons autour de 6500 personnes, je crois que l'armée sera en terme. Nous avons des équipements qui arrivent progressivement. Donc, l'État sera en même d'imposer son autorité. Et donc, Touadéra peut continuer donc à gouverner comme ça, toujours avec le même Premier ministre, ou il va enfin écouter tous ceux qui, en République centrafricaine, sont en train de lui dire et la gouvernance n'est pas bonne, il faut changer le Premier ministre et changer de gouvernement, apporter un nouveau souffle? Non, pas du tout, parce que la question de gouvernement, les gens disent que la gouvernance ne va pas du tout. Ils ne connaissent pas le dossier, simplement. Quand on rentre dans le dossier, on se rend bien compte que finalement, le gouvernement est en train de travailler. Puisque le gouvernement travaille. Le gouvernement travaille. Il y a un travail qui se fait aujourd'hui. Donnez-moi un exemple de quelque chose pour me montrer que le gouvernement travaille. Au niveau économique, aujourd'hui, il y a une réunion actuellement à Paris pour essayer de créer les conditions pour que le pays puisse avoir une croissance forte. Parce que l'année dernière, il y a une croissance à 4%. Nous sommes en train de regarder concrètement comment on peut faire, mesures d'ajustement et compagnie, etc. Pour voir concrètement, on peut faire monter la croissance à hauteur de 7 à 8%. Pour permettre justement... Dans quel intérêt? Dans un pays instable? Mais non. Le pays n'est pas instable. C'est un pays aujourd'hui qui est...
où il y a une présence armée, oui. mais le pays, depuis un an pratiquement, il y a une amélioration des recettes. L'État essaie de faire face à ses dépenses essentielles, du moins, c'est les salaires, essaie de financer des programmes d'investissement, etc. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, même avec cette situation-là, on arrive aujourd'hui à un an à payer les salaires. Donc, je veux dire que nous avons une recette fiscale qui permet aujourd'hui au pays de continuer à exister. Sinon, il y aura en plus de la crise militaire, il y aurait pu y avoir une crise sociale. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, vous dites que le président est en train de faire un bon boulot. Absolument, absolument. Il y a un dossier qui est en train de se mettre en place, etc. Et vous espérez quelque chose de lui Non, pas du tout. Non, vous êtes en train non, de pas le du faire. tout. Pas du tout. Je pense que je suis d'abord citoyen. Hein. Ça, c'est évident. Oui. Je suis d'abord citoyen. Puis je pense qu'à un moment donné, quand on reconnaît des efforts dans le contexte actuel, dans le contexte du pays, c'est ça. Moi, mon problème, mon soutien, c'est pas le fait de soutenir quelqu'un, mais c'est le fait que quelqu'un qui est en train de travailler dans un contexte qui est difficile. Et c'est ce contexte-là, cette recompréhension, qu'il va falloir que les Centrafricains comprennent. Et on est obligé. De devoir expliquer aux Centrafricains qu'aujourd'hui, la situation est telle que le pays est bas, le pays est détruit. Le pays a été complètement détruit. Donc on ne peut pas venir demander, être exigeant vis-à-vis d'un chef d'État qui est en train de récupérer un pays, quoi, pratiquement. Est-ce que vous avez vu l'ex-chef d'État Diotodia dans un pays de la sous-région ces derniers jours? Vous en avez entendu parler? Oui, je crois qu'il est libre de faire son mouvement, oui. Que font les Russes dans votre pays? Mais les Russes, vous savez-vous, la discussion, la présence, en fait, du moins de la coopération aujourd'hui avec les Russes, a pris son origine, justement, autour de la discussion au sein du Conseil de sécurité pour tenter de lever l'embargo qui existait sur le pays. À un moment donné, on a pensé... L'embargo sur les armes. Sur les armes, bien entendu, oui. Ça, voilà. Et donc, c'est au cours des discussions autour de la levée de l'embargo, puisqu'à un moment donné, les Russes avaient mis un veto, la France était d'accord pour lever le veto. Il était question de négocier avec les Russes. Oui. Et donc, on a négocié avec les Russes pour qu'ils lèvent ce veto-là, pour que simplement l'embargo puisse prendre fin et donc permettre à l'État, à nos troupes qui sont aujourd'hui en formation de s'équiper. Oui. Et donc, les Russes ont pensé à un moment donné qu'ils pouvaient équiper. Parce que nous, à un moment donné... Contre quoi? Aller exploiter dans le Nord vos minerais d'uranium et tout le reste? Non, là encore, c'est une narration qui je ne sais pas d'où ça vient, qui est structurée de beaucoup de rumeurs, de mensonges, etc. Qui pense qu'il y a un gain, qui pense qu'il y a un gain économique parce que simplement, il y a une coopération. Non, il n'y a pas de gain économique. Nous avons une loi des... Enfin, il y a le code des investissements. Oui. Et donc, qui permet, si un État veut investir chez nous, ça me paraît très, très normal de suivre un code. Donc, les Russes ne sont pas en République centrafricaine en échange d'une protection dans la garde présidentielle, par exemple, en échange de réarmer une partie des forces armées centrafricaines, d'exploiter les mines qui sont au nord qui sont d'ailleurs contrôlées par les groupes rebelles. C'est une coopération militaire. Ça me paraît normal. Oui. Si les Russes réarment les forces, les FACA qui sont en formation. Quand ils sont formés, il va falloir les équiper. Et si on n'a pas les moyens de dépenser aujourd'hui des milliards pour s'acheter des armes, et que la Fédération de Russie décide de nous donner les armes à titre gracieux, je crois qu'on peut pas cracher dessus. C'est une complémentarité dans ce que fait aujourd'hui aussi bien l'Union africaine que la communauté internationale, enfin je dirais que l'ONU, et voilà, les Russes interviennent en complémentarité, tout comme la Côte d'Ivoire a décidé, qui n'est pas dans la MINUSCA aujourd'hui, a décidé d'intervenir, etc. Je veux dire que de nous envoyer des troupes, etc. C'est une complémentarité. La Russie intervient en termes de complémentarité. Alors forcément, il y a une supputation autour de cette affaire-là. On est dans une espèce comme ça d'inférence, où chacun tire une vérité à partir de la vérité de l'autre et compagnie. Et donc, du coup, on arrive à une espèce d'amalgame qui expliquerait que, en très peu de temps, voyez-vous, la Russie est là depuis moins d'un an. Et puis, donc, ils seraient en train d'exploiter le diamant, les machins, et compagnie, etc. Non, on va trop vite, là. On va trop vite. Au mépris du cours des investissements. Est-ce qu'on va aussi trop vite quand, par exemple, on dit que les Russes sont chargés de négocier avec les groupes rebelles qui sont dans le Nord? Non, justement, la Russie est en train de livrer, en plus de la coopération, puisqu'on est dans une coopération bilatérale, la Russie, que je sache, est en train de livrer... nous a livré d'abord la formation, les armes et compagnie. Voilà, très bien. Aujourd'hui, la Russie pense que c'est quand même utile, parce que dans le Nord, une des revendications, justement, des rebelles, c'est en tout cas des revendications prétextes pour intervenir, pour créer le désordre dans le pays, c'est que la région du Nord ne serait pas développée. Aujourd'hui, la Russie est en train de livrer des équipements, des matériaux de construction pour permettre au Nord de s'équiper en hôpitaux et compagnie, etc. C'est simplement ça. On est dans une coopération. On n'est pas en train de faire autre chose. On n'est pas en train de faire autre chose. Ce que vous me dépeignez là est un tableau trop idéal pour être vrai, non?
Sauf si vous ne croyez pas et que vous croyez les réseaux sociaux à ce moment-là. Donc, je veux bien. Ouais. Vous pensez que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intox? Oui, absolument. Puisque le chef d'État, il y a une semaine, a communiqué sur cette affaire de Russie, à Lyon. Le chef d'État est passé il y a une semaine ici avant d'aller à Brazzaville. Il a communiqué dessus. Un Centrafricain, un de nos compatriotes, lui a posé la question clairement. Il a répondu là-dessus. Il était clair là-dessus. Et il a répondu dans le même terme que je viens de vous le dire. Qui a intérêt à nuire à l'image de la Centrafrique vis-à-vis de cette coopération? La France, par exemple? Oh, vous savez, quand la Russie, une grande puissance, intervient dans un pays, naturellement, on essaie de regarder, etc. Puisque c'est vrai, la France a demandé à ce qu'il y ait une traçabilité des armes que la Russie a promis de livrer à l'Arabie saoudite. Il y a une question de traçabilité. Donc, du coup, parce qu'ils se sont dit, si on lit des armes, qu'on ne sait pas d'où ça vient et compagnie, quelle est la traçabilité, ça risque de tomber entre les mains des ennemis et compagnie, etc. Donc, forcément, la France a demandé à ce que la Russie fasse une traçabilité. Là, la Russie a dit OK, la Russie a intervenu à Bangui pour tracer, donc former les gens et traquer, mettre en place une manière de gérer tous ces armements. On va vers la fin de cet entretien. Je sais que vous avez régulièrement des nouvelles du pays, que vous parlez avec beaucoup de personnes au pays. Quand vous leur parlez, quel est le sentiment qui domine? La peur ou la colère? Alors, je crois que c'est plutôt la colère. C'est pas vraiment la peur en tant que thème, c'est la colère. Je crois qu'il y a une espèce comme ça d'inceste politique. Parce que vous savez, la plupart des gens, comme je vous ai expliqué au début, on est tous nés dans des ethnies en Centrafrique. Oui. Et quand vous accueillez quelqu'un, et qui à un moment donné vous fait ce qu'ils sont en train de faire, certains sont en train de faire, c'est pas normal. Et ça, les Centrafricains ne supportent pas ça. C'est ça le problème. C'est une espèce d'inceste. C'est de l'inceste politique, ça. Et c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Comment on arrive à régler ce problème? Nous avons moi, ce que je regarde justement, cette affaire-là, c'est que notre légendaire vivent ensemble. Oui. Chrétiens et musulmans est en train de partir comme ça, et c'est pas sérieux. Par la faute des politiques que vous êtes, non, pas par la faute des politiques, par la faute de ceux qui pensent qu'ils sont en train de défendre, pour que l'État serait en train d'attaquer nos religions. C'est quand même c'est insensé, ça. Ça n'a pas de sens. C'est vidé de sens, en fait. Et donc, du coup, vous savez, vous avez des gens qui, par atavisme, croient que c'est par la religion, la confession qu'on va essayer de se défendre, etc. C'est un faux problème, ça. C'est un faux problème. D'où peut venir la solution et comment on va y arriver? C'est ma dernière question. Moi, je pense que la solution, c'est dans le dialogue. Aujourd'hui, on attend voir, puisque les groupes armés, la plupart des groupes armés ont mis leur signature, sont en train de négocier donc avec le panel donc des experts de l'Union africaine. Oui. On verra très bien ce qu'ils sont en train. S'il y a encore une duplicité, parce qu'ils négocient en même temps, l'État, dans tous les cas, l'État est en train de se mettre en mouvement, l'État est en train de se reconstituer. À un moment donné, je crois que l'État prendra ses responsabilités. Donc, la solution ne peut venir que d'un dialogue? D'un dialogue pour l'instant. Mais si le dialogue ne passe pas, certainement que l'État va prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire? Ça veut dire que l'État va... Mener une énième opération qui échouera? Non, pas une opération qui échouera parce que on va essayer de mettre de l'ordre, je crois. Honnêtement, et durcir le ton. Oui, je pense. Roger Andialadi, merci. Je vous remercie. Coordonnateur général de la majorité présidentielle centrafricaine en Europe, merci infiniment d'être venu nous donner votre point de vue dans l'entretien du jour sur ce qui se passe dans votre pays, ce que vous voyez, ce que vous savez de l'insécurité en ce moment et de la recrudescence de violence en Centrafrique. On souhaite à votre pays de retrouver la paix et de se mettre sur le chemin du développement. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.